Hello la team, hello la famille, je crois vraiment que vous vous portez bien. Je suis très ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, pour cette nouvelle vidéo qui me tient particulièrement à cœur parce que c'est vraiment typiquement le genre de sujet que je kiffe, mais littéralement. Aujourd'hui on va parler de Néferhotep, c'est comme ça que j'ai décidé de les appeler et vous allez comprendre tout de suite pourquoi. C'est parti. Avant de commencer, je tiens vraiment à prendre le temps de dire merci à toutes les personnes qui ont donné de leur temps pour s'abonner. Je tiens vraiment à vous dire merci, ça me va vraiment droit au cœur. Je pense que je n'aurais pas un autre mot plus expressif que celui-là, mais si vous pouviez lire à l'intérieur de mon cœur, vous verriez à quel point ma gratitude elle est immense. Vraiment merci. Et donc d'ailleurs, si jamais vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous invite tout simplement à vous abonner, à liker la vidéo. Prenez un peu le temps de le faire, ça me fera vraiment plaisir et puis ça m'aidera et ça permettra à d'autres personnes d'avoir accès à ce contenu. Si vous le trouvez intéressant, je pense que vous aurez envie que d'autres personnes le voient. Donc faites-le s'il vous plaît, ce serait super génial. On va commencer. Sujet intéressant, épique. Il s'agit en réalité des relations hommes-femmes. C'est vraiment de ça qu'on va parler et surtout lorsque ce sont des personnes qui ont du pouvoir. C'est génialissime. C'est parti. Vous savez, on est dans une société où on oppose beaucoup phallocratie, gynocratie, où on décrit la société paternaliste dans laquelle on vit. On est dans une société où on met en avant beaucoup trop même parfois la virilité des hommes, où on a l'impression que les femmes subissent la domination masculine. Et c'est vraiment un discours avec lequel j'ai quand même un petit problème. Je ne dis pas que ça n'existe pas. Je ne dis pas que c'est faux. Ce que je dis simplement, c'est que ce n'est pas toujours vrai. Malheureusement, pour les couples d'Africains, pour les couples d'Afro-descendants, c'est une réalité qui tend à se normaliser dans l'imaginaire collectif. C'est-à-dire que ce soit à la télévision, que ce soit sur vos ordinateurs, peu importe, tout ce qui est média, tout ce qui est connecté, tout ce qui vous permet d'avoir une vue sur le monde, a tendance comment je veux dire ça, a tendance à mettre en scène des couples noirs qui se déchirent, des couples noirs qui ne se comprennent pas forcément. Et moi je pense que notre histoire peut nous démontrer à quel point, comment on va dire ça, à quel point nous envisageons mal les rapports hommes-femmes. On vient de deux mondes hyper différents, on est trop différents et ces différences-là en réalité ne sont pas forcément synonymes d'incompréhension. On peut se comprendre, je pense que les hommes et les femmes peuvent parler le même langage, je pense qu'ils peuvent s'entendre et qu'on n'est pas obligé d'avoir un dominant et un dominé. Le couple que j'ai appelé Néferhotep peut nous enseigner quand même 2-3 petites choses et donc on va revenir un tout petit peu sur leur histoire. On va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Néfertiti arrive dans l'histoire, l'histoire mentionne Néfertiti dès l'instant où elle se marie avec, à l'époque, Amenhotep. Néfertiti et Amenhotep, je les trouve vraiment inspirants. Je les trouve inspirants parce qu'à mon sens, c'est un couple qui est révolutionnaire dans la gestion qu'ils vont avoir de leur image. Je pense vraiment qu'ils sont révolutionnaires non seulement parce qu'ils savent gérer leur communication publique, mais au-delà de la communication publique, au-delà de leur façon de se mettre en scène devant le peuple et devant les personnes qui sont censées les représenter, ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui la presse, c'est un couple qui va mener une vraie révolution théologique, une vraie révolution philosophique, religieuse en Égypte. Pour pouvoir comprendre à quel point c'est une révolution, il faut comprendre comment l'Égypte fonctionne. Je vais vous expliquer un peu quel est le contexte dans lequel Néfertiti et Amenhotep, donc Néferhotep, arrivent au pouvoir. Quel est leur background en réalité? Si vous voulez comprendre l'Égypte antique, vous devez comprendre que les Égyptiens sont très religieux et ce sont des personnes qui sont polythéistes. Ce sont des personnes qui
vouent un culte, mais obsessionnel aux dieux. Mais vraiment, ils en ont plusieurs. Hein. Quand je vous dis qu'ils ont plusieurs dieux, ils en ont plus de 800 dieux. Et il y a un dieu pour tout. Ils accompagnent les vivants tout au long de leur vie et même dans l'au-delà. En tout cas, c'est ce en quoi les Égyptiens croient. Les Égyptiens prient plusieurs dieux depuis des siècles et des siècles. Tous les dieux n'ont pas le même statut. Il y a des dieux qui sont plus importants que d'autres. Et il y a un dieu en particulier qui est au-dessus de tous les autres dieux. Et depuis la 11e dynastie jusqu'à la 18e, à laquelle Amenhotep appartient, le dieu qui est le dieu de tout le monde et auquel tous les pharaons avant lui ont voué un culte particulier, à qui vraiment les pharaons le chouchoutaient, c'est le dieu Amon. Le dieu Amon, et il faut comprendre que les Égyptiens dans leur nom, en tout cas les pharaons dans leur nom, vont avoir à l'intérieur le nom de Dieu qui s'incruste dans leur nom. Et en général, c'est au service de, est favorable à. Et donc Amenhotep III, qui était le beau-père de Néfertiti, a donné à son fils le nom Amenhotep IV. Donc qui signifie est favorable ou est utile à Amon. Une fois qu'on a compris ça par rapport aux dieux, on comprend aussi pourquoi le peuple voue un culte en fait au roi. Parce que à cette époque-là, le roi est le représentant de Dieu sur la terre en fait. C'est même l'incarnation de Dieu sur la terre et le roi et Dieu se confondent un peu. Enfin, c'est à la fois des rois, c'est à la fois des dieux. Non seulement Amon était le dieu de tous les autres dieux, mais c'était aussi lui qui, d'après les Égyptiens, protégeait tous les rois. Ok, maintenant que ça c'est dit, venons-en à Néferhotep. Donc qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que les deux vont venir et bizarrement, je ne sais pas pourquoi, certains historiens disent que c'est Néfertiti qui a ramené son dieu de là où elle venait, donc ça c'est pour ceux qui pensent qu'elle était étrangère, et d'autres disent tout simplement que c'est Amenaton qui va avoir une espèce d'illumination, une révélation, et sa femme va le suivre. Dans les deux cas, on s'en fout, que ce soit elle qui l'y ait conduit ou qu'elle le suive, le résultat est le même. Tous les deux vont se montrer au peuple comme des grands révolutionnaires et ils vont décider de changer le game. Ils vont décider que à partir d'aujourd'hui, Amon là, votre Amon qui est censé protéger les pharaons, allez, vous me l'enlevez partout là, parce que dans la ville il y a des statues de lui partout. Il a carrément tout un temple qui lui est dédié, donc le temple de Karnak, et tout ça là. On arrête tout ça, toutes les inscriptions qui le mentionnent. Allez, on va marteler. On ne veut plus voir aucune trace d'Amon. Et pour cause, nous avons un nouveau Dieu et ce sera le seul et unique Dieu, ce sera Aton, le Dieu soleil. Avec tout ce que je viens de vous dire, essayez d'imaginer comment les Égyptiens étaient choqués. Les Égyptiens se sont dit, mais les deux là sont sérieux? Donc lui qui est censé les protéger, il le jarte comme ça, sérieusement. Oui, c'est ce qu'ils ont fait. Et ils se sont imposés. Il faut savoir que à cette époque-là, le clergé en fait est quand même une vraie contre-puissance réelle au pouvoir des rois. Parce que le clergé, faut le visualiser comme un État dans l'État. Ils avaient des terrains agricoles, ils avaient des terrains agricoles, ils avaient pas des bars, mais des brasseries, voilà, ils avaient des brasseries. Ils géraient pas mal d'activités qui avaient une forte influence sur l'économie du pays à ce moment-là. Et donc, si le clergé, vous vous révoltez contre le clergé, vous avez un problème en fait. Qu'est-ce qui va se passer? Les retombées de ça, ça va être que ils vont être représentés véritablement comme un. Enfin, ouais, ils vont vraiment se représenter comme un. Ils ne vont pas, ils vont sortir de tous les codes qu'il y avait avant. À l'époque, on représentait le roi beaucoup plus grand que son épouse, beaucoup plus grand que la reine. Elle devait être un peu petite à côté de lui. Elle devait souvent être derrière lui. C'est pas les enfants qu'ils avaient, en tout cas dans ce qu'on nous montre, dans tout ce qu'on a comme image, en tout cas tous les restes
tout ce qui nous reste comme preuve. Les pharaons à l'époque portaient les enfants. Avec Néfertiti et Amenhotep, d'ailleurs, qui va changer de nom, il va enlever Amenhotep, il va désormais s'appeler Akhenaton. Donc, est utile à Aton ou favorable à Aton, je sais pas quoi. En tout cas, le mot Aton rentre dans son nom et donc, on va dire quoi? C'est maintenant le couple Néferaton. Voilà. Donc, Néferaton va décider que désormais, tout le monde doit prier le dieu soleil. Que vous le vouliez ou pas. En fait, tout le monde se plie. On oublie les 1000 dieux de l'époque là. On oublie Amon. On se concentre sur Aton. On crée un nouveau temple pour Aton. On change même de capitale religieuse. Mais ils sont ouf. Ils ont totalement révolutionné le game. Et ils se sont attirés, bien entendu, les foudres du clergé. D'ailleurs, quand Néfertiti va perdre plusieurs enfants, on va dire que c'est parce qu'elle avait viré Dieu là-bas. Maintenant, les foudres sont en train de... les foudres du Dieu là sont en train de tomber sur elle. Bref, c'est pas ça la question. Là où je trouve ça vraiment intéressant, c'est qu'on va voir un couple uni dans le paysage médiatique égyptien en fait. Ils vont gommer petit à petit les différences qu'il y a entre le roi et la reine. Au-delà de roi, des différences roi-reine, c'est aussi et surtout les différences entre hommes et femmes. Ils vont se représenter de la même manière. Les représentations qu'on va avoir d'Akhenaton, ça va être en réalité des représentations assez androgynes, c'est-à-dire qu'on va le représenter même parfois avec des seins, le ventre un peu bedonnant, des lèvres très charnues, un physique assez étrange. Mais la volonté, c'est de dire que le roi et la reine sont un, qu'ils partagent le pouvoir ensemble et qu'il n'y a pas de dominance du roi sur la reine. C'est très très révolutionnaire pour l'époque en fait. Et c'est même encore révolutionnaire pour aujourd'hui. C'est-à-dire que moi je trouve qu'il est en avance. Ils sont en avance sur leur temps. Et ce n'est pas négligeable. Je sais pas si ce n'est qu'à moi que ça fait cet effet-là, mais je trouve que ce n'est pas du tout négligeable. On les représente à la même hauteur, on les représente face à face, et plus la reine derrière le roi, on les représente avec de la même manière. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas différencier si là c'est le roi, si là c'est la reine. La seule chose qui fait la différence, c'est la coiffe. C'est la coiffe qui va permettre de dire, ah, là c'est Néfertiti et là c'est Akhenaton. Lorsqu'ils sont assis face à face, il y a une stèle qui va les représenter avec Néfertiti qui est assise sur un siège qui est très travaillé, qui est beaucoup plus travaillé en tout cas que celui d'Akhenaton. Et je me suis dit, mais en fait ce gars, donc c'était un féministe à l'époque déjà, il met sa femme en avant et elle donne du crédit en réalité à qui il est. Je ne suis pas sûre qu'on aurait parlé autant d'Akhenaton si Néfertiti n'avait pas existé. Néfertiti ne va plus porter les mêmes vêtements que portaient les reines à l'époque. Elle va maintenant porter des vêtements qui étaient plutôt réservés au roi, notamment par rapport au choix de la matière des vêtements, du lin très léger qui va d'ailleurs laisser entrevoir ses formes, hein, parce qu'elle a aussi une mission d'excitation du roi. Bon, ça, on va passer. Hein. Bref, ce qui est aussi intéressant de noter, c'est que on les représente tous les deux en fait comme une seule et même divinité. Je vous ai dit tout à l'heure que à l'époque chez les Égyptiens, le roi c'était un peu Dieu sur la terre en fait. Donc finalement, ce n'est pas juste le roi qui est Dieu. Le roi et la reine ensemble qui forment un seul Dieu. Et je trouve ça extraordinaire. Les bijoux qui renvoient au rang dans la société, etc., qui sont réservés au roi, elle va les porter elle aussi. Ce ne sera plus juste le roi, c'est pas pour lui seul, c'est pour nous deux. Et donc, elle va les porter aussi, ce qui fait que finalement, ils sont véritablement au même niveau. Alors que dans leur société, dans leur culture de l'époque, ce n'était pas du tout comme ça. Ce n'était pas du tout comme ça. Ce qu'on peut retenir de ça, c'est que Néfertiti à ce moment est aussi puissante que son mari. En tout cas, c'est ce qu'ils veulent nous laisser penser. Maintenant, est-ce que c'est totalement vrai? On ne sait pas. Mais dans tous les cas, ce qu'ils nous montrent, c'est ça. Et on ne peut quand même pas nier que la présence de Néfertiti a largement contribué au rayonnement d'Akhenaton. On les montre en train de se caresser, de presque s'embrasser avec leurs enfants. Ils sont
pas du tout pudique, ce qui n'était pas le cas avant. Ça va vraiment emmener une grande révolution dans la manière dont on représente les rois à cette époque-là. Et c'est plutôt remarquable parce que ça va marquer un tournant de l'art égyptien en fait. Et ce n'est pas, encore une fois, négligeable. Avec cette impulsion qui est donnée par Néferatan, on a aussi la place des femmes qui est davantage valorisée. Les femmes à cette époque-là ont une position qui est plutôt moderne à cause de ça, en partie. À cette époque-là, les femmes ont le droit de se marier comme elles veulent. Elles ont le droit de divorcer. Si on veut faire une petite comparaison avec la France, le code napoléonien en 1804 va consacrer l'incapacité juridique totale de la femme. Je ne vais pas vous lister tout ce qu'il y a à l'intérieur, quoique je peux vous mettre une petite liste là. Mais ce qui est quand même intéressant, c'est de savoir qu'à cette époque-là, on est en 1800, les gars. Ça fait pas si longtemps, 1800. C'est là, c'est hier. Les femmes n'étaient pas aussi libres, en tout cas que les femmes les choses que j'ai lues dans l'Égypte antique, là, c'était pas du tout la même chose, en fait. Elles avaient des fortes restrictions au divorce. En Égypte, les femmes peuvent divorcer comme elles veulent. Et d'ailleurs, même l'adultère masculin est puni. On pouvait les jeter au crocodile. Bon, ils ne faisaient pas toujours ça. Mais en tout cas, ça a existé. Bref, ce que je veux dire, c'est que c'est quand même une société qui est très en avance. C'est quand même une société qui est très en avance sur son temps. Et je trouve ça admirable. Je trouve que c'est admirable de voir un couple d'Africains, parce que oui, ce sont des Africains, on ne croit pas en leur Dieu, machin, tout ça, on trouve que c'est trop, etc., etc. Mais c'est admirable de voir un couple qui se complète de cette manière. C'est admirable de voir que on peut quand même se parler, on peut s'entendre sans que ça ne crée... sans qu'on ne rentre dans cette histoire de dominance, dominée. On a tellement d'exemples qui nous prouvent que les rapports hommes-femmes n'ont pas toujours été envisagés sous le prisme de l'agressivité, de la domination. Et ça, on peut retrouver ça à plusieurs endroits. Bon, peut-être que certains vont me dire, oui, non, mais là, tu parles de l'Afrique du Nord. Nous, on n'est pas là-bas. Nous sommes des Bantous. Nous sommes... des Peuls, etc., etc. Ok. Mais je suis sûre que on aura le temps d'en parler parce qu'on va parler d'autres personnes ici sur cette chaîne. Mais je pense vraiment que si on connaissait mieux notre histoire, encore une fois, je vais le dire, comme j'ai l'habitude de le dire, si on connaissait beaucoup mieux notre histoire, on envisagerait par exemple ces rapports-là différemment. Un couple peut s'élever ensemble mutuellement. On est marre aussi du discours de la femme qui vient dans la vie de celui qui a déjà une certaine position d'autorité ou de pouvoir, vient pour prendre sa part, etc. Non. Ce qui est sûr, c'est que le rayonnement de l'un va mettre l'autre sous les feux des projecteurs. Et c'est tout à fait normal. Mais ce n'est pas un problème en soi. La vérité, c'est que si on voit ce que chacun peut apporter à l'autre et qu'on arrête de faire comme si on était incompréhensibles les uns des autres, donc je parle des femmes et des hommes, on pourra trouver le juste équilibre. Et je pense que pour les deux là, pour Néferatan, il y a vraiment un juste équilibre qui est très beau en fait. Bon, certains diront que en réalité Akhenaton est un peu bête. C'est pas grave, moi je kiffe, j'admire. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. Bon, je sais que la vidéo a été un peu longue, hein, mais voilà, c'était important de faire un petit point. Et je vous dis donc à la prochaine et je vous fais de très très gros bisous.